Merci à tous d'être ici avec nous pour discuter sur le sujet « Une mondialisation heureuse est-elle possible ?» Donc j'ai avec moi les meilleurs experts de la question. Bruno Cabria, qui est directeur général adjoint des études et des relations internationales Banque de France. Voilà. J'ai Isabelle Méjean, qui est professeure à Sciences Po, qui est grande spécialiste en économie internationale. Lionel Fontanier, qui est professeur à l'École d'économie de Paris. Et Hillel Rapaport, qui est également professeur à l'École d'économie de Paris. Voilà, donc, qui est plus sur les aspects démographiques de l'ouverture, plus de migration. Voilà. Très bien. Moi, je vais faire une introduction. J'espère être courte, mais en général, quand on dit ça, c'est très mal barré. Mais je vais essayer quand même de ne pas être trop long. Donc, en fait, je vais essayer de vous donner une vision optimiste de la mondialisation. On peut dire, voilà, la mondialisation, pour la croissance, c'est bien parce que, d'abord, ça augmente la taille de marché. Si vous innovez, quand vous avez une économie mondialisée, vous avez un marché plus gros pour commercialiser votre innovation. Donc, vous avez des rentes supérieures à l'innovation et donc une plus grande incitation à innover. Et déjà, ça, c'est un facteur de croissance. Voilà. Donc, on peut dire déjà, la mondialisation devrait être bonne pour la croissance parce que ça augmente la taille de marché pour un innovateur potentiel. Et il y a effectivement des études qui montrent qu'il y a cet effet de taille de marché. Il y a également un effet de concurrence. On a davantage de concurrents. Et là, on sait qu'on innove pour échapper à la concurrence. Donc, la concurrence est un incitant à l'innovation. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Une troisième, c'est qu'on sait également que quand on commerce avec un pays, eh bien, les entreprises de ce pays destinataire tendent à s'intéresser à ce que vous avez fait avant et à citer vos brevets, vos innovations précédentes. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, le commerce génère des transferts de savoir, génère ce qu'on appelle des knowledge spillovers en anglais, des externalités technologiques, qui est également une source de croissance. La Chine a pu rattraper la croissance chinoise est beaucoup due à un effet de rattrapage et en fait d'externalités technologiques. La Chine a absorbé des technologies inventées ailleurs. Donc voilà, déjà si on peut dire voilà une vision idéaliste, voilà la mondialisation, c'est quand même des effets très vertueux sur la croissance, au moins pour ces trois raisons-là. Et puis on peut dire l'inégalité. Alors sur les inégalités, eh bien il y a une vision très pessimiste, mais il y a la vision de l'éléphant. Je vous amène un éléphant dans la pièce. Voilà, regardez comme il est beau cet éléphant. Voilà. Et alors ça vous montre l'augmentation. Ça vous montre l'accroissement disons, c'est la croissance du PIB en termes réels entre les périodes 88 et 2008, sur une période de 20 ans, pour des pays à différents niveaux de revenus. Donc, vous voyez, plus vous êtes à gauche, plus c'est des pays pauvres, plus vous êtes à droite, plus c'est des pays riches. Et vous voyez que la plupart des pays, et surtout les pays parmi les plus pauvres, ont eu une très grande croissance de leurs revenus, de leur PIB par tête, entre 88 et 2008, quoi. Alors ça baisse après dès qu'on arrive plus loin, donc c'est moins vrai dans des pays plus développés, enfin un petit peu plus développés, mais vous voyez quand même cette courbe qui a une forme d'éléphant, et en fait ça veut dire que les pays moins développés dans leur ensemble ont quand même beaucoup profité de la mondialisation. Et en fait il y a eu des études qui ont montré que les inégalités globales ont reculé, et en fait beaucoup pensent que la mondialisation a joué un rôle très important dans le recul des inégalités globales. Mais ça, c'est une chose. Il y a aussi les inégalités, et la pauvreté a décliné. En même temps que la mondialisation, on voit les taux de pauvreté. Ils reculent particulièrement pour l'Asie, un peu moins pour l'Amérique latine, et un peu moins pour l'Afrique, voilà. Mais on voit quand même un recul des taux de pauvreté, et la mondialisation a joué un rôle certainement important. Par exemple, quand la Chine a intégré l'Organisation mondiale du commerce, ça a certainement contribué à un recul drastique de la pauvreté en Chine, et je crois l'Inde également. Donc voilà. Mais par contre, à l'intérieur des pays, là, il y a eu des gagnants et des perdants, notamment dans nos pays. Les gens plus qualifiés ont davantage profité que les gens moins qualifiés. Et également, on peut montrer que les entreprises qui sont loin de la frontière technologique ont souffert de la mondialisation. Les entreprises plus développées ont moins souffert. Les entreprises où la Chine faisait concurrence sur leur marché de leurs inputs, elles ont davantage profité parce qu'elles ont pu avoir leurs inputs moins chers.
Et donc, mais par contre, les entreprises où la Chine venait les concurrencer sur leur marché d'output, eux, ont souffert davantage, surtout si elles n'étaient pas les plus productives. Donc on voit qu'il y a eu des effets, disons, inégaux au sein des pays. Donc globalement, l'inégalité a l'air de reculer, mais au sein des pays, notamment des pays développés, on perçoit des augmentations de l'inégalité. Et puis, il y a eu des gens qui se sont intéressés à la perception des inégalités. Par exemple, Ditella et Rodrik, la globalisation perçue comme un facteur majeur d'inégalité. Deaton, perçu que la globalisation est perçue comme une source injuste d'inégalité. Stancheva, qui utilise des grandes enquêtes et qui dit que les gens qui sont davantage exposés aux échanges commerciaux ou qui pensent qu'ils sont le plus exposés à leur métier, leur secteur, leurs occupations, ont tendance à s'opposer davantage à l'ouverture commerciale et pensent que le commerce ne va pas augmenter l'efficacité, etc., même si c'est pas vrai. Donc il y a la réalité des choses et il y a la perception des choses. Et ça, c'est intéressant de savoir le décalage qu'il y a entre la perception et la réalité et la perception, notamment vis-à-vis de l'ouverture au commerce international. Et puis alors des questions qu'on peut poser, c'est d'abord, est-ce que je raconte des bêtises? Est-ce que c'est vraiment bon pour la croissance, la mondialisation? Est-ce que c'est vraiment vrai que la mondialisation a réduit les inégalités globales? Est-ce qu'elle a augmenté les inégalités à l'intérieur des pays développés? Est-ce que le protectionnisme, c'est la meilleure solution, la meilleure réponse à l'entrée de la Chine dans l'OMC? Est-ce que pour faire face à la concurrence des Chinois, il faut faire comme Trump et aller du protectionnisme ou plutôt innover davantage? Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres parce qu'ils ont des modèles sociaux différents? Par exemple, au Danemark, quand vous perdez votre emploi, il n'y a aucun effet. C'est les travaux de ma collègue Alexandra Roulet qui montrent que, alors qu'aux États-Unis, vous voyez là, c'est la courbe qui monte, c'est ce qu'on appelle les morts de désespoir. C'est des gens qui sont entre 50 et 54 ans, qui sont plutôt pas qualifiés, donc qui n'ont pas été au-delà du secondaire. Et bien eux, on voit que les taux de mortalité ont beaucoup augmenté parce que notamment, c'est dû au stress, c'est dû aux opioïdes, c'est dû à l'angoisse, quoi. Et donc, il y a une forte croissance de la mortalité de ces gens-là, peut-être justement au moment où la mondialisation a eu lieu, justement. Mais par contre, au Danemark, même maintenant, c'est ce que montre Alexandra, quand tu perds ton job au Danemark, eh bien, tu n'as aucun effet sur la consommation d'antidépresseurs et tu n'as aucun effet sur la probabilité d'avoir un problème circulatoire et sur le taux de mortalité. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui est, eh ben, il vaut mieux avoir un système social comme en Danemark plutôt que de faire du protectionnisme. Est-ce que les pays qui ont été vers le protectionnisme, ce n'est pas des pays qui n'avaient pas un système social comme le système danois pour répondre au choc de la mondialisation? Voilà. Et donc voilà, et on sait que la libéralisation des échanges a conduit à davantage de polarisation politique aux États-Unis qu'au Danemark, par exemple. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Et finalement, et maintenant, il y a le danger. J'ai dit que la mondialisation, peut-être, avait réduit les inégalités globales. On sait que maintenant, on a un mouvement inverse qui va vers la contraction des échanges internationaux. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ça va augmenter les inégalités globales, notamment depuis le Covid? Il y a une tendance à la déglobalisation. Est-ce qu'il faut craindre cette déglobalisation? Et enfin, je poserai la question, est-ce qu'il y a toute une littérature sur les chaînes de valeur? Et on peut se poser la question, quel est le lien entre la contraction des échanges internationaux, les chaînes de valeur et l'évolution des inégalités? Voilà quelques questions que je pose comme ça. Mais je laisse immédiatement la parole, alors par ordre, à Bruno. Peut-être que Bruno, tu veux intervenir d'abord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe de cette introduction. Moi, je voudrais repartir sur un certain nombre de points que tu as mentionnés, et notamment ce décalage de perception, et ce décalage de perception qui est particulièrement fort en France. Et si on regarde un certain nombre de sondages, par exemple celui fait par Kantar en 2018, on voit qu'en France, la mondialisation, par 80% des gens, est associée à la délocalisation, par 76% à la désindustrialisation, par 75%, donc toujours au-delà des 3/4 de la population, aux inégalités. Donc c'est un phénomène qui est perçu en France de façon extrêmement négative. Et quand on regarde des sondages un peu plus larges, comme celui fait par Ipsos, sur un grand nombre de pays, on constate que c'est en France que la mondialisation est la plus impopulaire et qui a une image négative pour une grande majorité de la population, alors que la moyenne mondiale des pays interrogés par Ipsos
est autour de 50%. Et pourtant, il y a une petite majorité encore en France, même si elle est plus faible que dans d'autres pays, qui pense que l'expansion du commerce et l'expansion de l'investissement est encore une bonne chose. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette perception différente en France? Sans doute peut-être parce qu'il n'y a pas assez de GECO ou qu'on n'écoute pas assez Philippe Aghion. Il y a quelque chose qui est particulièrement mal compris et qui pourtant ressort de la littérature économique, c'est le poids respectif de la mondialisation et du progrès technique et dans l'évolution de l'emploi, de la structure des emplois, du partage de la valeur ajoutée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est mal compris, et c'est quelque chose qui est mal compris aussi et mal enregistré, c'est cette dynamique aussi entre progrès technique et mondialisation. Alors, si on regarde, il y a effectivement des gagnants et des perdants. Moi, je m'appesantirai pas trop sur ce problème qui est beaucoup traité dans la littérature, mais c'est vrai que la littérature économique dans le monde, elle est quand même très biaisée en fonction du point de vue des pays riches et des pays développés. Si on regarde par contre cette dernière phase de mondialisation, disons les 3 dernières décennies, eh bien on s'aperçoit qu'il y a eu concomitamment et probablement avec une relation causale, comme l'a très bien expliqué Philippe, un très fort développement des pays émergents. Et donc, il y a eu un recul rapide des inégalités mondiales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un recul rapide des inégalités entre pays. Il y a eu un rattrapage qui s'est en plus accéléré quand il y a eu une véritable mondialisation des flux de capitaux qui a fait qu'on a mis fin au paradoxe de Lucas. Vous savez, le paradoxe de Lucas, c'est le fait que pendant longtemps, les flux de capitaux allaient du sud vers le nord des pays émergents qui avaient une grosse épargne vers les pays développés, alors même que le potentiel de croissance était dans les pays émergents. Et ça s'est inversé au tournant du siècle, donc dans la dernière phase de mondialisation, qui a été particulièrement efficace pour le rattrapage des pays pauvres. Comme l'a dit Philippe, ça veut dire aussi qu'il y a eu une augmentation, et ça c'est différent effectivement de ce qui s'est passé chez nous pendant les 30 Glorieuses, globalement des inégalités dans les pays émergents pendant cette grande phase de croissance. Mais finalement, c'est ce qui s'était passé chez nous pendant la première phase de la révolution industrielle. Et donc, juste pour illustrer de façon différente ce que disait Philippe sur la pauvreté, pendant les 3 dernières décennies, il y a eu 2,2 milliards de personnes dans le monde, en Asie de l'Est, pardon, et en Asie du Sud, qui sont sortis de la pauvreté absolue. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui permettrait de dire que globalement, la globalisation est heureuse, même si la pauvreté absolue a augmenté en Afrique. Donc finalement, et quand on regarde effectivement les résultats de la littérature, ou ce que nous dit la littérature sur les perdants dans les pays développés, et il y a aussi des perdants dans les pays en développement. Finalement, autrefois, on disait l'aide au développement, c'est les riches, c'est les pauvres des pays riches qui transfèrent de l'argent aux riches des pays pauvres. Là, c'est finalement la classe moyenne inférieure des pays riches qui a fait un transfert à la classe moyenne des pays émergents. Et il y a pratiquement 400 millions de personnes qui, notamment en Asie, a atteint le niveau de la classe moyenne. Donc c'est quand même un résultat remarquable de la mondialisation. Donc je ne pense pas qu'il faille souhaiter la fin de la mondialisation. Moi, j'étais venu au GECO en 2017 parler de la fin de la mondialisation. Ça montre bien qu'il y a cette espèce de souhait en France finalement en terminer avec cette évolution du monde très, très négative. Je crois qu'il vaut mieux envisager les choses de façon différente. Donc si on le voit aussi avec cette perception, c'est que la mondialisation, c'est bien autre chose que l'extension du commerce, c'est aussi autre chose que l'extension des investissements, c'est même que les flux de personnes, c'est aussi sur le plan culturel. Et donc, ça va bien au-delà et ça explique peut-être ces spécificités françaises de refus de la mondialisation.
C'est aussi la mondialisation, quelque chose qui a donc accru fortement notre interdépendance. Et là, et c'est le dernier point que je voulais traiter, c'est un élément qui est, je pense, relativement important pour la gestion des biens publics mondiaux. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la mondialisation a des effets sur les biens publics mondiaux. Il y en a certains qu'elle crée elle-même. Le bien public stabilité financière, il devient mondial parce qu'il y a effectivement une grande fluidité des capitaux. Mais il y a des biens publics mondiaux qui sont purs, si je puis dire, comme le climat, comme la biodiversité. Et ces biens publics mondiaux, ils ont des interactions avec la mondialisation. Il est probable que la mondialisation dégrade ou en tout cas augmente le niveau des émissions, probablement parce qu'il y a effectivement du transport, du commerce, etc. Mais surtout, il complexifie le traitement de la gestion de ces biens publics mondiaux. On le voit bien aujourd'hui en Europe quand on essaie de mettre un prix du carbone et puis de mettre aux frontières un mécanisme d'ajustement au carbone. Le fait que c'est des effets de répercussion très forts sur le commerce et sur les autres montre bien qu'on a des difficultés à traiter de façon non coordonnée à cause de la mondialisation, le problème du changement climatique. Mais de toute façon, le problème du changement climatique, c'est vraiment un bien public mondial pur. Donc il n'y a pas d'autre choix que de le traiter de façon coordonnée. Et c'est là que la mondialisation peut être heureuse. C'est-à-dire que la mondialisation, au-delà des mécanismes d'ajustement du marché, elle peut générer le besoin d'une nouvelle gouvernance mondiale qui tienne compte de ces interdépendances. Alors ça peut être une gouvernance mondiale interétatique. On voit qu'il y a eu quelques succès, notamment sur le bien public mondial, stabilité financière. C'est un peu moins vrai, je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a beaucoup autour de moi, de l'Organisation mondiale du commerce pour gérer justement la liberté, le libre-échange et la liberté de commercer. Il y a donc des choses à inventer aussi en matière de gestion du climat et de la biodiversité, probablement à travers des structures interétatiques pour gérer l'interaction entre des entités souveraines, mais sans doute aussi à des niveaux décentralisés, avec une perception ou une diffusion des comportements qui est permis justement par la mondialisation, par cet abaissement des barrières au niveau de la circulation des idées, de la circulation culturelle, et qui permettrait aussi de contribuer à gérer les biens publics mondiaux. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, et c'est tellement vrai pour le climat, que de le gérer à travers la mondialisation, qu'il faut que cette mondialisation soit heureuse et donc génère les mécanismes, pas seulement au niveau national pour compenser les perdants, mais aussi les mécanismes de répartition et de gestion au niveau mondial des autres grands biens publics mondiaux. Merci beaucoup. Oui, il y a une question sur notamment la taxe carbone aux frontières. Ça, c'est un sujet intéressant parce que, mettons qu'il y a un certain nombre de sous-groupes de pays qui veulent devenir très vertueux en matière de climatique, et puis qu'il y a des pays qui se transforment en paradis de pollution, qui disent venez chez nous produire, polluer, et puis vous réexporter. La menace de taxe carbone aux frontières peut aider à dissuader ce genre de comportement. Et toujours la difficulté, c'est où est-ce que commence cet effet de dissuasion légitime, et puis en fait, on peut dire que c'est un faux prétexte pour devenir protectionniste. Et comment on met en place une taxe carbone aux frontières ou la menace d'une taxe carbone sans que ça soit un prétexte pour... Alors comment on le fait pour ne pas tomber dans le protectionnisme? Peut-être que ça, un sujet qui viendra tout à l'heure. Peut-être je donne la parole à Lionel. Est-ce que tu auras une vision aussi optimiste de la mondialisation ou au contraire voilà. Donc. Merci Philippe, bonjour à toutes et tous. Vous voyez qu'on a beaucoup travaillé parce que je vais reparler effectivement de l'ajustement carbone aux frontières et puis des inégalités, etc. Donc j'ajoute à la présentation qui était faite tout à l'heure que je suis également économiste à la Banque de France, mais rien de ce que je dis évidemment n'engage
cette institution, ça va de soi. Alors, c'est ce que Bruno l'engage. Bruno peut l'engager dans la position où il est, mais voilà, à ma modeste place, rien de ce que je dis ne doit être retenu contre cette vieille dame. Alors, je vais commencer par la question des perceptions, qui a été très justement mise en avant tout à l'heure par Philippe. Et donc, dans une perspective de comparaison européenne, donc vous savez qu'au niveau européen, il y a des enquêtes, des sondages qui sont réalisés de façon régulière sur tout un tas de sujets. Est-ce que vous regardez la télévision en rentrant chez vous le soir, etc. Et donc, il y a eu aussi ce genre de ce qu'on appelle d'eurobaromètre sur la question de la mondialisation et sur la question du commerce international. Et quand on regarde ce que répondent les Français, eh bien, on a cette vision, cette perception contrastée de la mondialisation qui a été évoquée par Philippe. Nous avons une majorité de Français, alors on a du mal à y croire quelquefois, mais nous avons une majorité de Français qui pensent que c'est bien de faire du commerce international, qui sont favorables au commerce international. Ce n'est pas une grosse majorité, mais c'est quand même une majorité. Et donc quand on leur demande pourquoi vous pensez que c'est bien de faire du commerce international, ils ont deux réponses. La première, c'est que ça permet d'acheter des produits moins chers. C'est vrai que le commerce international vous permet d'acheter des produits chinois sans aller en Chine. Ça, c'est un point qui est bien compris par tous les consommateurs. Donc, c'est une économie. Et ça permet aussi d'avoir une plus grande variété de biens, donc d'avoir plus de choix. Donc, il y a plus de choix et c'est moins cher. Et donc, les économistes pensent que quand il y a plus de choix et qu'en plus c'est moins cher, eh bien, c'est une bonne chose. C'est un peu comme si demain, on baissait de 20% les prix du cinéma et s'il y avait plus de films. Eh bien, vous seriez évidemment dans une situation où nous, économistes, nous considérons que votre bien-être s'est amélioré. Donc ça, c'est la perception des Français, c'est la perception des Européens d'une façon générale. Et puis de l'autre côté, il y a également une majorité de Français qui pensent qu'il y a un vrai risque avec la mondialisation. Et quand on leur demande pourquoi vous pensez qu'il y a un vrai risque avec le commerce international, la mondialisation, etc., ils disent le genre de choses qu'a rappelé Philippe, à savoir... je vais perdre mon job, ou quelqu'un dans mes connaissances va perdre son job. Mon entreprise va être mise en concurrence avec des entreprises plus compétitives. Et donc ça, c'est vrai aussi. C'est exactement ce que fait le commerce international. C'est un renforcement. Il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. C'est un renforcement de la concurrence. Donc les deux choses sont vraies. Et donc cette perception contrastée que le public français, mais aussi donc dans les autres pays européens c'est parfaitement cohérent avec ce que dit la théorie économique, car souvent la théorie économique est schématisée dans les médias en disant « Ah, les économistes pensent tous qu'il n'y a que des vertus à la mondialisation, au commerce, etc. » Lionel Fontanier est forcément libre-échangiste, donc toutes ces choses-là, vous les entendez. Mais en réalité, la théorie économique ne dit pas ça. La théorie économique dit ce qu'a rappelé Philippe, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Et dans les progrès qu'on a faits, sans rentrer dans les détails des développements à la fois de la théorie et des méthodes empiriques, mais dans les progrès qui ont été faits récemment au cours des 10-15 dernières années dans l'analyse économique, eh bien, ça a permis de mieux cibler, de mieux comprendre qui sont les gagnants et les perdants. Et donc, le point qui est évident, c'est que les perdants sont, ça a été dit, ceux qui n'ont pas la boîte à outils pour faire face à la mondialisation et au progrès technique. Ils sont affectés par les deux chocs et c'est pour ça que c'est si difficile de relever ce qui est dû au commerce international et ce qui est dû au progrès technique, parce que le commerce international est au fond une forme de progrès technique. Donc ça, c'est une perception qui est très juste. Et il ne faut pas s'étonner que les avis soient très partagés sur la mondialisation, selon que l'on est du côté de ceux qui n'ont pas des fins de mois difficiles. C'était aussi une des questions qui était posée dans l'enquête de cette façon-là exactement. Donc ces gens-là étaient très à l'aise avec la mondialisation, ou selon qu'on a des fins de mois difficiles, qu'on est moins qualifié, qu'on est moins adaptable, etc. Et à ce moment-là, le risque est évidemment plus grand, même si on confond quelquefois un peu la mondialisation avec le progrès technique. Voilà, donc ça, c'est pour revenir sur ce premier élément, c'est le focus sur les inégalités internes, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit dans les deux exposés précédents, sur la réduction des inégalités globales.
Donc Bruno disait tout à l'heure qu'on a sorti à peu près l'équivalent de la population européenne de l'extrême pauvreté en Asie avec la mondialisation. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà. Mais pour répondre à la question, ce que je n'ai pas encore fait, la mondialisation peut-elle être heureuse? Je pense qu'il faut changer de focale. Et je pense que la mondialisation, pour qu'elle soit heureuse, doit être d'abord soutenable. C'est la première chose qu'il faut envisager. Il faut que ça puisse durer. Et donc, pour qu'elle soit soutenable, il y a des problèmes de gouvernance mondiale qui ont déjà été évoqués un petit peu par Bruno, mais je vais en reparler différemment. Les biens publics qu'il a évoqués qui sont affectés par la mondialisation, c'est le climat, la biodiversité, les océans qui n'ont pas été mentionnés mais qui sont un vrai sujet, les pôles qui sont un vrai sujet, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc tous ces éléments sont importants. Je vais juste vous parler du climat parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, si on regarde la question climatique, évidemment, le commerce international, en première analyse, même si c'est un tout petit peu plus compliqué en pratique, contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, juste parce que les produits chinois que vous achetez, eh bien, ils viennent dans des bateaux, et ces bateaux, émettent du carbone. Même s'ils n'en émettent pas beaucoup, en fait. Ce qui en émet beaucoup, c'est le camion qui vient vous livrer vos courses le week-end, ou c'est le dernier kilomètre que vous faites pour aller acheter vos poireaux bio au supermarché dans votre SUV. C'est ça qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est pas le transport des produits chinois pour venir en Europe. Mais bon, donc ça, c'est un premier point. Mais surtout, je pense que le commerce, par contre, a un rôle indirect qui est un véritable problème sur les émissions mondiales. Et ça, c'est ce qui a été évoqué tout de suite, c'est-à-dire le point que s'il y a des pays qui veulent avoir beaucoup d'ambition en matière climatique, pensez à l'Europe, eh bien, ces pays vont se trouver dans une difficulté, c'est-à-dire que les efforts qui vont être faits vont être très largement sapés, neutralisés, par le fait qu'il va y avoir ce qu'on appelle des fuites de carbone. C'est-à-dire qu'en faisant des efforts pour décarboner, vous augmentez les coûts de production dans votre industrie, vous augmentez les coûts de production de l'industrie européenne, et donc les industries européennes vont se déplacer ou être concurrencées par des industries dans des pays qui sont moins vertueux, qui ne sont pas forcément la Chine, qui commence à faire beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup d'autres pays comme la Chine qui arrivent, l'Inde et beaucoup d'autres, qui émettent encore beaucoup plus de carbone en proportion que la Chine, en proportion de leur PIB. Et donc ça, c'est le sujet. Le sujet, c'est que vous ne pouvez pas faire cet effort tout seul, et donc ça pose un problème de gouvernance mondiale. Comment fait-on pour organiser ça au niveau mondial? Donc on a essayé depuis très longtemps d'organiser ça au niveau mondial, et ça ne marche pas très bien. Et la seule façon qu'on a trouvé d'avancer, c'est ce fameux accord de Paris, dont tout le monde a entendu parler dans cette salle. Donc cet accord de Paris demande à chaque pays d'annoncer ce qu'il va faire en matière de réduction des émissions. Alors il y a des détails techniques là-dessus. Ce qu'on annonce peut être inconditionnel, c'est-à-dire je vais le faire, ou conditionnel, c'est-à-dire je vais le faire si vous me donnez l'argent pour le faire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais on comprend bien que beaucoup de pays pauvres sont dans la deuxième catégorie du conditionnel. Et surtout, donc, on annonce un calendrier avec des mesures qui vont permettre de réduire les émissions. Donc, il y a une trajectoire qui est annoncée jusqu'à 2030, etc. Et on se revoit régulièrement pour réviser donc les engagements que chacun des pays a pris. Et chaque pays, avant chaque nouvelle COP, fait de nouvelles propositions sur ces nouveaux engagements. Donc ça, c'est bel et bon. La question, c'est une question qui a été soulevée par le prix Nobel qui s'appelle Nordhaus, c'est de dire que ces engagements sont non coordonnés. C'est-à-dire on n'a pas un planificateur omniscient qui va regarder de combien il faudrait baisser les émissions au niveau mondial et qui va répartir cela en fonction du coût marginal de réduction des émissions dans les différents pays. Ça n'existe pas. On a juste ces pays qui sont autour d'une table et qui disent moi je mets tant sur la table, moi tant sur la table, les Européens mettent beaucoup, etc. Mais à la fin, ce n'est pas coordonné. Quand on additionne tout ça, de toute façon, même si tout le monde faisait ce qui est annoncé, ce qui n'arrivera pas, eh bien ça ne suffit pas. Donc il y a un vrai sujet de coordination. C'est une action qui est non coordonnée, donc elle est inefficace parce qu'elle n'est pas assez forte. La somme ne suffit pas. Et en plus, parce que les engagements de réduction sont pris là où
ça ne coûte pas forcément nécessairement le moins cher. En Europe, ça coûte très cher de décarboner parce que notre économie est déjà assez décarbonée. Par contre, il y a des pays comme l'Inde où ça coûterait beaucoup moins cher de décarboner. Donc on pourrait prendre 1 million d'euros ou 1 milliard d'euros en Europe et mettre ce milliard d'euros en Inde. On ferait beaucoup plus de décarbonation globale qu'on ne le fait en dépensant 1 milliard en Europe. Ça serait beaucoup plus efficace. Mais on n'a pas un planificateur mondial, ou si on veut, on n'a pas une organisation mondiale de l'environnement qui permettrait d'aller dans cette direction. Ça n'est pas coordonné. Et le deuxième problème qui a été identifié par William Nordhaus, c'est de dire que non seulement ce n'est pas coordonné, mais ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que vous vous êtes engagé à faire, eh bien, on vous montrera du doigt, on dira, ben voilà, ce pays n'a pas respecté ses engagements, mais ça s'arrêtera là. Donc, dans la mesure où c'est non coordonné et non contraignant, on a toutes les chances que ce soit un échec. Alors, face à ça, il reste une seule chose à faire, c'est à avancer, de toute façon. C'est ce que font les Européens à leur façon, c'est ce que font les Américains à leur façon. Le problème, c'est que la façon dont ils le font est différente des deux côtés de l'Atlantique. Donc, d'un côté de l'Atlantique, on a quand même pas mal de subventions, mais surtout un marché carbone, c'est-à-dire que quand on veut émettre du carbone en tant qu'industriel, on doit acheter des permis pour le faire. Et il y a un marché qui détermine le prix auquel ces permis s'échangent. Alors que du côté américain, c'est soit des subventions, soit des réductions d'impôts en fonction des investissements que vous réalisez, etc. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Européens ont un prix du carbone au niveau européen, et les Américains n'ont pas de prix du carbone au niveau américain. Il y a des tentatives en Californie, etc., mais il n'y a pas de prix du carbone au niveau américain. Et donc les Européens disent, ben, nous, la tonne de carbone émise par notre industrie du ciment coûte 100 €, et aux États-Unis, ça coûte 0 €. Donc c'est un problème. Ce n'est pas trop un problème pour le ciment, parce que transporter un sac de ciment depuis les États-Unis, c'est très compliqué, mais c'est un problème sur beaucoup d'autres industries. D'où ce que disait Philippe, le projet, qui est plus qu'un projet, puisque ça a démarré, d'ajustement carbone aux frontières, qui n'est pas une taxe, on l'appelle taxe carbone, mais ce n'est pas une taxe en réalité, ça impose simplement aux industriels européens d'acheter les quotas que j'évoquais tout à l'heure, d'émissions, mais aux importateurs européens qui, au lieu d'acheter des produits européens, achètent des produits chinois, indiens, etc., d'acheter des certificats d'émission au prix des quotas carbone qui sont achetés par les industriels européens, pour remettre tout le monde au même niveau. Et évidemment, si dans le pays d'exportation, vous avez un prix du carbone qui a déjà été payé, si vous avez payé 50 € votre prix du carbone dans le pays exportateur, ben au lieu de payer 100 € à la frontière européenne, vous ne payez plus que 50, puisque vous avez déjà payé dans le pays d'origine. D'où le problème de nos amis américains qui disent « Oui, mais attendez, nous, on va devoir payer 100 € alors qu'on dépense des milliards et des milliards de dollars pour décarboner notre industrie. Ça ne va pas du tout. » Donc, vous voyez qu'il y a un vrai problème de gouvernance mondiale. Mais ce problème de gouvernance mondiale, on ne va pas le régler simplement avec nos amis américains ou nos amis japonais. Il va falloir avoir nos amis indiens, nos amis chinois et tous les autres autour de la table. Il faut qu'il y ait tous les pays, y compris les pays en voie de développement, qui pour l'instant sont dans une phase de décollage et qui vont émettre massivement du carbone dans les décennies futures. Il faut que tout le monde soit autour de la table. Et ça, pour l'instant, nous n'avons rien trouvé de mieux que l'accord de Paris qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Lionel, tu as plein de questions intéressantes, mais on va continuer la discussion. On peut dire, voilà, un élément positif peut être que si nous, on fait beaucoup d'innovations vertes dans nos pays, peut-être qu'à un moment donné, les pays émergents veulent imiter ce qu'on fait de mieux. Et donc, si nos technologies vertes deviennent meilleures que nos technologies pas vertes, à un moment donné, les voitures électriques, si on fait des super technologies de voitures, ils vont vouloir faire comme nous. Donc, il peut y avoir quand même un effet vertueux qu'on imite quand même ce qui se fait de mieux. Si nous, ce qui se fait de mieux, c'est quand même des innovations, on innove dans les technologies non polluantes, ça peut être un effet qui joue, les externalités technologiques dont je parlais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi, nous, les pays riches, avoir des systèmes pour transférer les technologies vertes vers les pays en développement. Des fonds souverains, collectifs, etc. Tu vois, de façon qu'on puisse quand même compenser les innovateurs chez nous qui inventent, qui font des innovations vertes, mais quand même pouvoir transférer, comme on fait pour les vaccins. Tu vois, comme Michael Kremer, 96, mais faire la même chose pour les technologies vertes. Et la troisième chose, c'est que c'est vrai que nous, on a été très taxe carbone, prix du carbone. Moi, j'ai des amis en France qui sont à Toulouse et tous sont très taxe carbone. Et moi, je suis pour la taxe carbone, mais on a vu les limites avec les gilets jaunes. Et moi, je suis pour un mélange entre ça et la politique industrielle. Et là, les Américains, ils font de la politique industrielle verte. Et moi, je crois qu'on a été, nous, trop dans la direction taxe carbone uniquement. Et je crois que c'est bien d'avoir une combinaison de taxe carbone et de politique industrielle verte, rien que parce qu'on a deux types d'externalités
externalités. Tu as des externalités environnementales et tu as les externalités technologiques. Par exemple, la dépendance au sentier. Ceux qui ont beaucoup innové dans le passé dans les technologies polluantes, eh bien, tendent à continuer d'innover dans les technologies polluantes. On sait qu'en général, quand dans un problème d'économie publique, quand tu as deux externalités, tu as besoin au moins de deux instruments. Et moi, j'ai beaucoup poussé dans le rapport Blanchard-Tirole pour qu'on ait à la fois la taxe carbone et la politique industrielle verte. Alors, les Américains font plutôt la politique industrielle, nous, on fait plutôt la taxe carbone. Peut-être que le juste milieu, peut-être que la combinaison, on se rejoint en faisant un mélange des deux. Voilà, je posais quelques questions, puis je donne la parole immédiatement à Isabelle, donc, qui va rebondir, qui va nous éclairer sur toutes ces choses. Je vais peut-être... Ça marche, ouais. Je vais peut-être pas rebondir tout de suite sur les questions environnementales, puisque Lionel vient d'en parler un petit peu, puis on peut revenir après dans les questions. Moi, je voulais juste revenir sur effectivement cette période et ces débats autour de la mondialisation qui interviennent finalement assez récemment. Si on regarde du point de vue historique, il y a eu une accentuation très importante de ces débats autour de la mondialisation qui correspond en gros à une période aussi assez particulière de la mondialisation qui est l'hypermondialisation qu'on a observée en gros du milieu des années 90 à la fin des années 2010. Donc c'est une période où la mondialisation s'accroît beaucoup, le commerce international en pourcentage du PIB augmente très très rapidement et c'est aussi une période où les flux de capitaux, les échanges de flux financiers entre les pays augmentent très très rapidement. Pourquoi est-ce qu'on a cette période d'hyperglobalisation ? C'est d'abord simplement un effet chinois. La Chine entre dans l'OMC en 2000. C'est un pays qui était très fermé à l'échange international, qui s'ouvre très rapidement au commerce international et donc très rapidement, ça change complètement la géographie mondiale des échanges, puisque c'est un pays qui était autour de la 20e position à l'échelle mondiale en termes d'exportation et qui devient le premier, deuxième exportateur mondial en très très peu de temps. Donc ça, c'est un premier effet. Il y a un effet massif de l'entrée de la Chine dans le commerce international. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des chaînes de valeur, c'est-à-dire le fait que durant cette période, parce qu'il y a des innovations en termes de communication, de logistique, etc., les entreprises ont pu beaucoup plus qu'avant produire à l'échelle internationale, c'est-à-dire, si vous voulez, saucissonner le processus productif en plein de petites étapes et localiser ces étapes dans différents pays pour créer ces chaînes de valeur mondiales. Je pense que ces deux éléments-là, ils sont importants pour expliquer ou pour comprendre en tout cas les nouveaux débats qui ont lieu autour du commerce international. L'arrivée de la Chine, comme je l'ai dit, c'est vraiment un choc. D'ailleurs, nous, on s'en sert, les économistes, comme pour identifier, pour faire des travaux statistiques, parce que c'est un épisode très, très spécifique et très utile dans les données, parce qu'en très peu d'années, tout le commerce international change. Et ce qu'on a pu mesurer beaucoup mieux qu'avant grâce à ce choc chinois, c'est effectivement l'impact du commerce sur les inégalités et sur la pauvreté, avec les effets dont on a déjà parlé, une sortie massive de pauvreté d'un très grand nombre d'individus en Chine, et puis des effets contrastés sur les pays développés, avec des gains partagés très massivement dans la population et puis des pertes en termes d'emploi pour certains travailleurs qui étaient plus exposés à la concurrence internationale. Donc ça, c'est ce qu'on a observé grâce finalement au choc chinois. Sur ce point-là, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, les économistes, on a une vision assez idyllique de ces ajustements parce qu'on s'intéresse beaucoup au long terme. Donc en gros, quand quelqu'un perd son emploi à cause de la concurrence chinoise, on dit finalement c'est peut-être pas très grave. Pendant quelques années, on va compenser ce perdant, on va distribuer de l'argent des allocations chômage pour que cet individu soit compensé pour sa perte. Et puis, dans le long terme, il va trouver un travail dans des nouveaux emplois qui sont créés grâce à la mondialisation. Et les effets positifs vont dominer. Ce qu'on a vu avec la Chine, c'est que finalement, ça prend du temps quand même de s'ajuster. Et 20 ans plus tard, on a toujours des endroits, des perdants qui sont très localisés dans l'espace. C'est-à-dire que, pour caricaturer un peu, le nord de la France a perdu
l'intégralité de son industrie textile et ne s'est pas réindustrialisé depuis, donc qui continue à avoir des taux de chômage beaucoup plus élevés que dans d'autres parties de la France. Donc l'ajustement qui doit permettre à la mondialisation de profiter à tout le monde, finalement, il prend du temps et 20 ans après, on a encore finalement des pertes importantes. Le deuxième élément sur cette hypermondialisation, c'est cette organisation de la production sous forme de chaîne de valeur mondiale. Donc ça, c'est vraiment, si on veut, vraiment la partie hypermondialisation, c'est la manière la plus efficace de profiter des gains à l'échange, c'est-à-dire que grâce à ces chaînes de valeur mondiale, on va vraiment pouvoir produire chaque étape de la production là où c'est le plus efficace. Donc c'est vraiment la spécialisation internationale du travail poussée à sa limite. Et ça, c'est une source de bénéfices très important. Ça permet de produire de manière beaucoup plus efficace. Ça permet de maximiser les gains qui sont liés à la spécialisation. La contrepartie de ça, c'est que quand on produit dans ce type de chaîne de valeur mondiale, on produit des très gros volumes dans très peu d'entreprises. Il y a une concentration très très forte de la production à l'échelle mondiale. Pour donner un exemple dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, la plus grosse fonderie mondiale de semi-conducteurs au monde, c'est une entreprise qui est située à Taïwan et qui s'occupe de la production de 65% de la demande mondiale de semi-conducteurs. Donc ça veut dire que tous les semi-conducteurs qui sont dans les voitures, dans tous les produits électroniques, etc., 65% de ces semi-conducteurs sont passés par cette entreprise à Taïwan. Cette concentration de l'activité, encore une fois, c'est très utile. Ça permet à cette entreprise d'être très, très productive, donc de faire payer très peu cher ses semi-conducteurs. Mais c'est une source de vulnérabilité parce que ça veut dire que le jour où cette entreprise-là ne peut pas produire, 65% de la demande mondiale est empêchée finalement de produire. Et c'est ce qui s'est passé dans le Covid. Le Covid a été une expérience naturelle très intéressante de ces problèmes liés à la concentration de l'activité. Pendant le Covid, cette entreprise avait du mal à produire pour plein de raisons différentes et ça a eu des conséquences sur plein de secteurs industriels. J'ai vu une estimation de Standard & Poor's qui estimait que 10 millions de voitures dans le monde n'ont pas été produites en 2021 parce qu'il manquait le semi-conducteur qui est nécessaire pour un petit composant électronique dans les voitures. Donc ça, c'est une conséquence de l'hyperglobalisation. C'est le fait qu'aujourd'hui, on produit beaucoup dans très peu d'entreprises, ce qui augmente finalement la vulnérabilité de nos systèmes productifs à des chocs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le manque de résilience des systèmes économiques. Ça expose beaucoup l'économie à des chocs qui peuvent être très localisés. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, et je vais arrêter là-dessus pour pas prendre trop de temps, c'est que finalement, pendant longtemps, on a pensé que le commerce international, c'était à la fois bon pour la croissance et bon pour la volatilité. C'est ce qu'on appelle les bénéfices en termes de partage du risque. Quand on fait du commerce international, au lieu de dépendre uniquement d'un marché local, on produit à la fois pour le marché local et pour le marché international. Ça, c'est bien parce que ça augmente la taille de marché, mais c'est bien aussi parce que quand le marché local va mal, on peut compenser sur le marché international et inversement. Ça offre des vertus en termes de partage du risque. Aujourd'hui, ces vertus en termes de partage du risque, elles ont été en partie ou voire même complètement compensées par cette augmentation très importante de la concentration, c'est-à-dire le fait qu'on produit beaucoup dans des chaînes de valeur qui sont très concentrées et assez peu résilientes au risque. Et puis, à ça, s'est ajouté un choc majeur, c'est le Covid, qui a un peu modifié notre perception des risques. Après le Covid vient les risques géopolitiques, on est en guerre en Europe, et donc ça, forcément, ça modifie un peu la manière dont on peut percevoir les risques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est risqué ou pas de continuer à échanger avec la Russie, avec la Chine, avec la République démocratique du Congo, etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, et peut-être on pourra revenir dessus, sur ces questions de résilience. Je pense que c'est des débats qui sont intéressants parce qu'ils posent très spécifiquement notre rapport au risque, c'est-à-dire renoncer à une partie des gains de la mondialisation, ça va être coûteux, ça coûtera plus cher de produire dans des économies moins mondialisées ou dans des chaînes de valeur qui sont moins fragmentées. Ça a des bénéfices en termes de résilience, c'est peut-être moins risqué. Et donc aujourd'hui, la question qui est posée, c'est combien est-on prêt finalement à payer pour des systèmes de production qui sont moins risqués ou des échanges qui sont moins exposés à des risques géopolitiques.
évidemment, on peut réagir de deux façons. Il y a eu un débat évidemment qui était posé, c'est ce que nous, on ne s'est pas trop désindustrialisé en Europe, en France notamment, depuis les années 90. Et donc une réponse au fait qu'on manquait de paracétamol et de masques une réponse, c'est de dire il fallait diversifier davantage. Donc ça, c'était une réponse qui a beaucoup poussé, Isabelle, beaucoup poussé. Une autre réponse complémentaire, peut-être de dire, peut-être que nous, on s'est trop désindustrialisé également, et peut-être qu'il faut un peu des deux. Alors jusqu'où est-ce que on va tout régler par la diversification, ou est-ce qu'on veut aussi également endiguer la désindustrialisation? La France, à l'opposé de l'Allemagne, l'Allemagne a quand même, elle a délocalisé certaines fractions, certains maillons de la chaîne productive, mais l'Allemagne a gardé beaucoup plus de maillons de chaîne productive chez elle. Nous, on a beaucoup plus délocalisé. Alors, est-ce que la réponse qui est qu'on devrait moins délocaliser en partie et diversifier, ou que la diversification suffit à nous rendre plus résilients? Donc ça, c'est peut-être une question qu'on peut... Alors, je vais peut-être passer la parole à Hillel, qui va nous parler de migration. C'est très important, parce qu'il y a aussi des études sur les perceptions. Et en général, souvent, il y a des endroits où on perçoit le problème de migration comme pire qu'elle n'est, comme, en tout cas, il y a un décalage entre la perception et la réalité. Je ne sais pas s'il y a des... Et puis, on est en plein débat en France, en ce moment même, au Sénat, sur est-ce qu'il faut l'article 3 ou par l'article 3, est-ce qu'il faut renoncer au droit du sol en France, est-ce que finalement, on va parler de mondialisation et de flux migratoires, on sait également on sait que par exemple les États-Unis, s'il n'y avait pas eu de migration aux États-Unis, il y a eu des études, enfin, tu as contribué, d'autres ont montré que les États-Unis n'auraient jamais connu la croissance qu'ils ont connue, ils auraient un PIB bien inférieur à ce qu'ils ont, un PIB par tête bien inférieur à ce qu'ils ont. Donc il y a des vertus de la migration. Évidemment, il y a une politique de migration, il faut comment l'organiser, mais c'est vrai que c'est un sujet très passionnel, et on sent que les gens disent « Ah ben non, immigration zéro, par exemple », ou bien comment repenser toutes ces choses-là. Voilà, comment... Donc, je sais pas. Je te laisse la parole. Bien, merci. Donc, et est-ce qu'il faut garder l'article 3 ou enlever l'article 3 ? Okay. Donc, on va finir par un sujet consensuel, donc l'immigration. Effectivement, quand on parle de mondialisation, tout le monde pense d'abord au commerce, au flux de capitaux, mais la mondialisation sous son aspect le plus directement humain, donc les migrations, les mouvements de population, c'est une question importante, y compris d'un point de vue économique. Donc, par rapport à ce que je vais d'abord réagir un petit peu c'est l'avantage de parler en dernier, je vais pouvoir réagir un peu à ce qui est dit et peut-être apporter quelques compléments. Le premier, ce sera la question des inégalités globales. Philippe notamment a rappelé avec la courbe de l'éléphant qu'elles avaient diminué globalement surtout les inégalités entre pays, mais que les inégalités à l'intérieur des pays avaient augmenté au cours des dernières décennies. Il reste que, encore aujourd'hui, plus de 2/3 des inégalités globales s'expliquent par des inégalités entre pays. C'est-à-dire quand vous prenez 2 personnes au hasard sur la Terre et que vous essayez de comprendre pourquoi l'une est plus riche que l'autre, l'éducation, le fait que la personne soit intelligente, le métier qu'elle fait, son milieu familial, sa taille, sa beauté, toutes les caractéristiques comme ça n'expliquent au maximum qu'1/3 des inégalités. Et les 2/3, c'est où êtes-vous né ? C'est ça qui explique essentiellement encore aujourd'hui la majorité. Donc ça pose un problème de justice globale et de pression migratoire qui reste importante, d'autant que quand les pays passent de pays pauvres à moyennement pauvres, comme c'était la plupart du dos de l'éléphant, la pression migratoire augmente. Parce que la migration, le désir de migrer, c'est un mélange d'incitation à migrer et de possibilité de le faire. Et donc, même si les incitations à migrer diminuent quand on s'enrichit, on a plus de possibilités de le faire. Et donc, au départ, dans les premières phases de développement, la migration augmente, alors qu'on a souvent l'idée que si on fait de l'aide au développement, par exemple, ça va réduire la migration. Ce n'est pas du tout nécessairement le cas. Donc, ça, c'est la première remarque que je voulais faire sur les inégalités globales et la question de la migration. La deuxième, c'est effectivement sur les perceptions. C'est sans doute le sujet dans la mondialisation où la différence entre la réalité et les résultats de la recherche économique et les perceptions qu'en ont les gens est la plus grande. Il y a, par exemple, je vous renvoie, il y a 2 jours, il y a un article de Paul Krugman, donc prix Nobel d'économie en 2008, dans le New York Times. Il est columniste, donc il écrit très régulièrement dans le New York Times.
Et son article s'appelle « Non, les immigrés n'empoisonnent pas le sang de notre pays », pour citer Trump, en montrant tous les bienfaits économiques que l'immigration a. Et c'est ce que montre de manière très, très large l'analyse économique. Là, je vois qu'on met la page de présentation d'une étude que j'ai faite avec Emmanuel Auriol pour le Conseil d'analyse économique qui s'appelle « L'immigration qualifiée, un visa pour la croissance ». Donc, il montre que l'immigration, notamment l'immigration qualifiée, permet d'augmenter la croissance à travers son effet sur l'innovation. Philippe avait fait une tribune là-dessus dans les Échos. À travers l'entrepreneuriat, à travers le fait que la migration permet aussi de se lier avec le reste du monde et d'avoir plus de commerce, d'échanges de capitaux, etc. C'est un complément d'ensemble des forces de mondialisation. Alors que dans les modèles traditionnels d'économie internationale, on voit la migration et le commerce comme des substituts, où on importe des biens, ce que m'a dit Lionel tout à l'heure. Est-ce qu'il faut importer des produits de Chine ou des Chinois pour les fabriquer ici? Bon, c'est une manière évidemment caricaturale de présenter les choses, mais c'est comme ça que résonnent encore les modèles standards d'économie. Alors dans la réalité, ce sont des compléments par contre, en termes de perception, il y a une grande différence. Donc, et cette différence vient du fait, la manière de le résumer, c'est comme l'avait dit Max Frisch, qui est un penseur suisse, qui avait dit on voulait des travailleurs et on a reçu des individus. We wanted workers, we got people. Des gens. Et ces gens, c'est pas que des travailleurs, ce sont des gens qui créent aussi. Il y a une différence culturelle, il y a une différence de perception par rapport au fait que les gens sont là, est-ce qu'ils s'intègrent, etc. Donc ça crée des tensions. Donc de même que les gens qui peuvent se sentir en concurrence avec des produits importés en provenance de pays à bas salaire peuvent devenir anti-mondialisation au sens du commerce et pousser pour des politiques protectionnistes. Des gens qui se sentent en compétition avec des travailleurs immigrés auront non seulement la réaction négative liée à la compétition économique, mais aussi une réaction liée à d'éventuels conflits identitaires, culturels, etc. Donc on a cette tension qui est encore plus grande, avec des perceptions encore plus déformées. Donc tous les problèmes qui ont été mentionnés, je dirais, sur la question du commerce, on les retrouve, mais à une échelle encore plus forte pour la mondialisation, pour l'immigration. Donc, ce qu'on montrait dans cette note, c'était qu'on essayait d'expliquer les choses en termes de cercle vicieux et de cercle vertueux. Notre constat, c'était que des pays comme la France sont dans un cercle vicieux du point de vue de l'immigration. Qu'est-ce qu'on entendait par là? On dit qu'il y a 3 composantes dans l'immigration. Il y a la quantité, combien il y a d'immigrés. Il y a la qualification, est-ce qu'ils sont qualifiés ou pas. Et il y a la diversité. Est-ce qu'ils viennent de pays d'origine diverse ou au contraire, est-ce qu'ils viennent d'origine assez concentrée? Dans le cas de l'Europe, de manière générale, et plus particulièrement de la France, on dit qu'il y a un cercle vertueux parce que on a arrêté l'immigration de travail à partir du milieu des années 70. On a continué à faire de l'immigration uniquement au niveau du droit, mais pas au niveau de l'économie, c'est-à-dire qu'on a fait venir ceux qui avaient le droit de venir, soit au niveau humanitaire, soit au niveau familial, mais pas de l'immigration de travail. Donc on fait venir des gens au titre du droit, mais pas au titre de l'économie. Ce qui veut dire que c'est une immigration peu qualifiée et peu diversifiée, puisque ceux qui viennent au titre familial viennent forcément des pays pour lesquels il y a déjà une immigration au départ, qui est présente. Et donc, par ailleurs, plus une immigration est peu qualifiée et peu diversifiée, plus elle génère un rejet de la part dans les opinions publiques. Donc ça crée un cercle vicieux qui fait que les opinions publiques sont très anti-immigration en France. Lionel disait que, de manière peut-être surprenante, il y a quand même une majorité de gens qui sont favorables au commerce en France et que la France est plutôt dans le haut des sondages européens. Pour l'immigration, c'est l'inverse. Il y a une large majorité qui est négativement contre l'immigration et la France fait partie des pays les plus anti-immigration au niveau des opinions publiques. Donc, à notre avis, à cause de ce cercle vicieux où, du fait d'une immigration peu qualifiée, peu diversifiée, les opinions publiques sont contre, poussent à des politiques restrictives, et donc on restreint l'immigration au minimum défini par le droit, mais pas, on ne recrute pas les gens au nom de leurs compétences, etc., à part quelques petits programmes qui sont tout à fait des niches et qui représentent
presque rien. Donc on est enfermé dans ce cercle-là. Il y a d'autres pays, un autre modèle. On peut, en termes d'économie, raisonner en termes d'équilibre inférieur et d'équilibre supérieur et se demander comment passer de l'un à l'autre. Il y a des pays, le Canada, l'Australie, la Suisse, où la quantité d'immigration est beaucoup plus élevée qu'en France. En France, on est à 12%. En Canada, en Australie, en Suisse, c'est 2-3 fois plus élevé. Hein. La part de l'immigration dans la population active, c'est entre 20 et 30%. Et où il n'y a pas de réaction négative vis-à-vis de l'immigration parce qu'elle est perçue comme étant vraiment une composante essentielle de dynamisme économique. Donc, comment passer de l'un à l'autre? C'est une grande question. Et ici, je pense que je voudrais faire référence à une deuxième étude que je voulais mentionner, qui parle de la mondialisation et des liens entre mondialisation et populisme. Hein, donc, il faut identifier les freins politiques qui nous empêchent de nous ouvrir plus quand c'est souhaitable d'un point de vue économique. Et ce qu'on montre dans une étude qu'on est en train de réaliser, on regarde comment évolue le populisme dans différents pays au cours du temps et comment cette évolution est déterminée à la fois par le commerce et par l'immigration. Il y a une littérature qui existe sur les uns, il y a une littérature qui existe sur les autres, mais qui, jusqu'à récemment, n'avait pas été faite en regardant les deux ensemble. Et notamment en regardant non pas le commerce en tant que tel ou l'immigration en tant que telle, mais en regardant le contenu en qualification et des biens qui sont importés et du travail immigré. Et donc on montre qu'il y a des effets qui ne sont pas les mêmes pour le commerce et pour l'immigration d'une part, et des effets qui ne sont pas les mêmes quand on regarde le travail non qualifié et quand on regarde le travail qualifié. Donc pour résumer un peu ce qu'on trouve, c'est que l'immigration de biens importés et qui sont intensifs en travail peu qualifié, se traduit par une hausse du vote pour les partis populistes, à la fois de gauche et de droite. D'accord ? Donc quand on se sent en concurrence avec des importations de biens à bas prix ou qu'on estime qu'on a perdu son boulot parce que l'entreprise s'est délocalisée pour aller en Chine ou ailleurs, on a tendance à voter plus pour des partis qui sont populistes. Ils ne se revendiquent peut-être pas comme ça, mais enfin, en tout cas, les politologues les classifient comme ça en fonction du contenu de leur plateforme. Mais ça augmente à la fois le populisme de gauche et le populisme de droite. Par contre, l'immigration non qualifiée, elle va avoir un effet net à peu près nul sur le vote populiste, mais par un transfert de vote du populisme de gauche vers le populisme de droite. C'est-à-dire que les gens vont arrêter de voter, vont voter moins pour des partis populistes de gauche et voter plus pour des partis populistes de droite. Ça ne veut pas dire que des gens, pour faire simple, arrêtent de voter pour des partis du style, je sais pas, le Parti communiste dans les années 80, qui serait classifié comme populiste selon les critères des politistes, ou la France insoumise aujourd'hui, pour commencer à voter Front National. Mais ça veut dire que ça décale les votes vers la droite, avec moins de votes à l'extrême gauche et plus de votes à l'extrême droite. Donc c'est deux effets différents pour l'immigration et pour le populisme et pour le commerce, pour leur partie, leur composante non qualifiée. Par contre, l'immigration qualifiée, comme l'importation de biens à contenu intensif en travail qualifié, elle se traduit par une baisse du populisme. Donc, ça fait le lien un peu avec ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas un déterminisme ou un fatalisme à avoir plus de mondialisation et plus de populisme. Il y a des moyens de réfléchir à une mondialisation, je ne sais pas si elle est heureuse, mais en fait, on voit le fait de s'ouvrir à l'immigration d'abord qualifiée comme un moyen de changer les opinions et de permettre une ouverture à l'immigration plus grande de façon générale, parce qu'elle a des bienfaits économiques, non seulement l'immigration qualifiée, mais l'immigration non qualifiée également, notamment en matière de complémentarité entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, notamment en matière de libéralisation du travail qualifié, notamment féminin, à travers toute l'immigration qui se retrouve dans les services aux personnes, etc. Donc, j'arrêterai là. Une question qui se pose souvent, c'est on dit pourquoi finalement ne pas, avec ce que tu dis, relier le droit à immigrer au travail, quoi.
aux États-Unis, par exemple, la politique de carte verte, pour avoir une carte verte, tu dois avoir un travail. Tu peux pas avoir une carte. Je pense qu'au Canada, c'est un système de points. C'est plus, est-ce que tu as des qualifications mais aux États-Unis, le fait d'avoir un travail fait une énorme différence pour le droit enfin, carte verte, pas carte verte. Est-ce que finalement, un tort chez nous n'a pas été de s'éloigner de politiques un peu comme celle qui marche, de ce type-là, liées beaucoup plus au travail, en fait, le droit à l'immigration. Donc, on parlera de... Tu veux peut-être répondre maintenant à cette première question ? Tout à fait. Donc, dans cette note, notamment, avec Emmanuel, on explore les pistes qui nous paraissent propices pour passer de ce cercle vicieux à un cercle vertueux. Et l'une des principales, c'est l'adoption de ce que rappelle Philippe, donc le système par points, celui-là ou un autre, hein, mais c'est un système qui permet de sélectionner les immigrés en fonction de leur contribution économique attendue à l'économie du pays d'accueil. C'est un système qui dit simplement, plus vous avez une éducation élevée, plus vous avez une maîtrise de la langue du pays d'accueil qui est plus élevée, plus vous avez de compétences, par exemple dans certaines professions qui peuvent être plus demandées que d'autres, etc., plus vous avez de points. Et si vous dépassez un certain seuil de points, c'est très transparent. Vous pouvez, de manière presque automatique, à partir du moment où vous faites la demande d'un visa, vous l'obtenez, c'est de l'immigration permanente, c'est pas du travail temporaire. Et alors, ce système par points, il existe depuis à peu près 50 ans. Il a été mis en place par l'Australie à la fin des années 60. Il a été adopté par le Canada dans les années 80. Il a été adopté à la fin des années 70. Il a été adopté par la Nouvelle-Zélande. Il a été adopté par le Royaume-Uni vers 2008, je crois, ou enfin en tout cas plus récemment. C'est un système qui, tous les pays qui l'ont adopté, aucun ne l'a abandonné. Et donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre de ces gens-là. Voilà. Je voulais juste réagir sur ce dernier point parce que, d'une part, comme vous l'avez signalé, l'inégalité au niveau mondial, elle est considérable. Je voulais juste citer un chiffre. Le revenu moyen des 10% les plus riches, ceux qui ont le plus haut revenu, c'est 38 fois le revenu moyen des 50% les plus pauvres au niveau mondial. Donc on a un niveau d'inégalité qui est très supérieur à celui qui est à l'intérieur de nos pays, en tout cas en Europe occidentale. Ce niveau, il a énormément diminué. C'était 53 fois en 1980. On est repassé à 38 fois. Et comme vous l'avez dit, c'est la diminution très forte de l'écart entre pays et le rattrapage. Et donc, ça me suggère deux réflexions par rapport aux migrations. Premièrement, tant que ce niveau est aussi élevé, il y a évidemment une énorme pression migratoire économique et ça se comprend. Et c'est quand même difficile dans un monde mondialisé d'y répondre par des interdictions totales. Ça, c'est ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion, c'est on a quand même tendance à regarder les choses essentiellement de notre point de vue. C'est toujours intéressant de se mettre dans le point de vue aussi des pays du départ de la migration. Et là, je ne suis pas sûr que ce rattrapage qui a été permis, en tout cas dans un certain nombre de pays, par la mondialisation, par le commerce, il se ferait aussi bien si on autorisait ou on favorisait le transfert des gens les plus performants et les plus diplômés de ces pays vers nos pays. Hein, c'est tout ce qui est autour de la problématique du brain drain, etc. Donc, cette solution qui paraît chez nous permettre peut-être une meilleure appropriation de l'immigration, je ne suis pas sûr qu'en termes d'optimum mondial, et quelque part, si on veut une mondialisation heureuse, il faut qu'on considère aussi le point de vue des autres. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la solution. Je voulais peut-être que je vais... Parce que la salle a posé un certain nombre de questions, et je vais en sélectionner quelques-unes. La plupart, parce qu'il y en a une évidemment que je ne peux pas traiter ici. La mondialisation n'est-elle pas un des facteurs importants qui explique la dégradation de la puissance des États à travers la concurrence des firmes multinationales? Est-ce que perte du rôle des États au détriment des firmes? Qui veut répondre?
Alors, il y a différents éléments dans la question, donc je vais y répondre. Donc, il y a une littérature importante sur est-ce que le commerce est un facteur de paix. C'est quand même un peu sous-jacent à la question. Et donc, il y avait cette vue un peu ancienne que les pays qui échangent plus les uns avec les autres, finalement, deviennent interdépendants et donc ont des risques moins élevés d'entrer en conflit armé. Sur ces points-là, la littérature a quand même beaucoup évolué, à montrer que finalement, la relation est plus ambiguë que ça, parce que finalement, le commerce permet aussi d'être interdépendants globalement, finalement, de dépendre de l'ensemble du monde, et ça réduit le coût à se battre avec un seul pays. Donc, du coup, le lien entre commerce et conflit, puissance armée, etc., est largement revu aujourd'hui, et notamment à l'aune des nouvelles expériences naturelles qu'on vit. Après, il y a la deuxième question qui est, je pense, très importante, la question des multinationales, qui a été largement discutée, notamment au niveau des institutions internationales, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu très largement avec l'hypermondialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le développement de ces très très grosses entreprises qui ont donc des lieux de production un peu partout dans le monde et qui ont aussi utilisé cette internationalisation pour faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire essayer d'échapper à l'impôt en localisant dans certains pays avec des taux de taxation plus faibles une grande partie de leurs revenus. Donc ça, on sait que c'est un phénomène très gros quantitativement, très compliqué, parce qu'on parle ici de très grosses entreprises qui ne font pas de l'évasion fiscale, hein, qui font des choses qui sont légales, mais qui réduisent très largement la capacité des États à prélever l'impôt. Donc sur ces questions-là, il y a eu beaucoup d'avancements qui ont été faits, notamment au sein de l'OCDE, avec le développement de nouvelles règles ou normes fiscales. Aujourd'hui, les discussions sur les taux d'imposition minimum pour ces très grosses entreprises, c'est des avancées qui sont très importantes et qui sont évidemment importante pour la capacité des États à avoir une certaine indépendance fiscale, à pouvoir prélever les impôts, et puis aussi pour la capacité des entreprises à contribuer aux biens publics dans leur pays. Merci beaucoup. Alors, je continue. Une forme de protectionnisme n'est tellement nécessaire quand certains pays imposent aux autres une concurrence déloyale. Je pense notamment à la Chine. Voilà, donc je vais répondre à cela. Peut-être ajouter à ce que vient de dire Isabelle, c'était le sens de la réponse que j'avais envie de donner, que la mondialisation n'est pas seule dans cette perte supposée du pouvoir des États. Je pense que le progrès technique joue un grand rôle aussi. Donc il y a eu des débats, je sais, dans CGECO sur les GAFA. Et donc les GAFA, c'est pas juste le produit de la mondialisation, c'est aussi le produit du progrès technique. Et le fait que grâce aux économies de réseau, une entreprise, c'est the winner takes all, hein, une entreprise peut récupérer la mise globalement. Donc ça conduit à des effets de concentration très très forts qui affaiblissent d'une certaine façon les États qui n'ont pas la politique de concurrence suffisante pour y résister. Donc ça, c'est un complément à tout ce qui a été dit et qui était très juste. Alors sur le protectionnisme, est-ce qu'il faut faire du protectionnisme vis-à-vis de la Chine sans vouloir donner une réponse qui ressemble à celle de la Commission européenne? Je pense que l'approche américaine n'est pas bonne, c'est-à-dire la guerre commerciale avec la Chine n'enrichira pas les États-Unis. Elle atteindra peut-être d'autres objectifs, notamment celui de freiner le rattrapage technologique de la Chine, mais elle n'enrichira pas les Américains. Pour l'instant, elle les appauvrit. Alors, quelle est la bonne façon de procéder ? Le point de départ, c'est de reconnaître qu'il y a effectivement des éléments de concurrence déloyale dans certaines pratiques de la Chine, ce qui n'est pas étonnant. Hein. La Chine est un très grand pays, donc si la distribution est la même partout, il y a des entreprises qui font des choses qui ne sont pas recommandables. Et donc, il peut aussi y avoir des tentations de l'État, par exemple, de subventionner. Ça peut exister aussi, hein, d'une façon ou d'une autre, ou du Parti communiste de prendre le contrôle sur tel ou tel domaine de la technologie. Donc, tout ça ne convient pas. Tout ça ne correspond pas aux règles qui sont les règles normales de la concurrence au niveau international.
Et contre ça, il ne faut pas faire de protectionnisme. Alors, tout le monde dans la salle se dit « Oh là là, mais où va-t-il avec cette réponse ?» Et donc, la fin de ma réponse, c'est de dire que nous avons ce qui s'appelle des instruments de défense commerciale. Et les instruments de défense commerciale participent du libre-échange. C'est-à-dire le libre-échange marche sur deux pieds, tout simplement parce que le libre-échange, ce sont des règles. Donc quand les règles sont respectées, on peut faire du libre-échange. Quand les règles ne sont pas respectées, il faut se défendre. Donc c'est ce qu'on appelle les instruments de défense commerciale. Et donc ça, c'est très développé en Europe. On l'utilise beaucoup contre la Chine, ce que les gens ne savent pas. Par exemple, les roues de vos SUV qui sont en alliage. Je n'ai rien contre les SUV, mais c'est l'exemple qui m'est venu en traversant la rue dangereusement tout à l'heure. Donc, les roues de votre voiture sont des roues qui sont faites en Chine. Parce que, tout simplement, il y a des conditions de production à très très bas coût avec des subventions partout sur les alliages légers en Chine. Donc contre ça, eh bien, l'Europe fait des politiques qu'on appelle anti-dumping, c'est-à-dire on regarde quel est le prix supposé d'une roue de voiture, quel est le prix de cette roue de voiture quand elle vient de la Chine, et ensuite on cible non pas la Chine, on cible les entreprises chinoises ou les entreprises implantées en Chine, ce qui revient au même, qui ont des prix qui sont en dessous des prix considérés comme normaux. Et donc, ce droit anti-dumping, c'est une taxe qui est mise à la frontière européenne et qui nous permet de nous défendre contre ces pratiques déloyales d'un certain nombre d'industriels chinois. Nous avons eu la même chose pendant très longtemps sur les panneaux solaires, exactement pour les mêmes raisons. Et là, on a finalement retiré les taxes anti-dumping sur les panneaux solaires. Alors vous vous dites, mais pourquoi les Européens sont inconséquents? Non, parce que ces taxes sur les panneaux solaires étaient en train de détruire l'industrie d'installation des panneaux solaires en Europe. Et donc, on a jugé qu'on supprimerait beaucoup plus d'emplois en Europe en continuant à taxer les panneaux solaires qu'en enlevant cette taxe anti-dumping et en laissant les panneaux solaires venir de Chine et s'installer sur les toits de nos maisons ou dans les champs. Donc, il y a cette considération-là qui existe au niveau européen, mais fondamentalement, il faut bien avoir en tête que quand il y a des pratiques déloyales, la bonne façon de réagir, ça n'est pas le protectionnisme, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle les instruments de défense commerciale. J'en ai cité un, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, et l'Europe est très, très active. Et l'Europe est tellement active que ce qu'on appelle la nouvelle Commission européenne, qui est plus tellement nouvelle maintenant puisqu'on va la renouveler, la Commission européenne actuelle, en tout cas, a créé une place d'officer, donc quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie de la Commission européenne, qui s'occupe du respect des règles du commerce par les différents pays, et donc qui peut saisir la Commission européenne de plaintes pour, par exemple, dumping, même si les entreprises européennes ne se plaignent pas. Parce que très souvent, les entreprises européennes n'osent pas se plaindre de pratiques déloyales de concurrents chinois, indiens et de beaucoup d'autres pays, tout simplement parce qu'elles craignent les rétorsions. Et donc, elles ne se plaignent pas à Bruxelles. Et donc, pour régler ce point, les nouvelles pratiques de défense commerciale à Bruxelles, c'est qu'il peut y avoir soit autosaisine des autorités bruxelloises, soit donc cet officer qui va dire que ça se passe mal dans tel et tel secteur. Et à ce moment-là, il y a des taxes qui peuvent être imposées sur certaines entreprises qui sont juste gigantesques. Vous ne pouvez même pas, c'est 40, 50, 60, 80, 100%, etc. Ce sont vraiment des taxes très, très importantes. Mais ça n'est pas du protectionnisme. C'est au contraire une façon de se défendre pour faire respecter les règles de libre-échange. C'est exactement le contraire. Et est-ce qu'il y a également, on peut dire alors ça c'est pour faire face à la concurrence déloyale, mais est-ce qu'on peut dire qu'une des grandes armes pour faire face à la concurrence, c'est l'innovation finalement? Innovons, faisons des meilleurs, et finalement c'est ça. Et le problème du protectionnisme aussi, c'est que les pays destinataires vont pratiquer des mesures de rétorsion et donc vont nous fermer des marchés à de l'innovation chez nous. Donc le gros problème du protectionnisme, un des gros coûts, c'est qu'à ce moment-là, on réduit les rentes à notre propre innovation. Et donc, finalement, on innove moins et donc, on aggrave notre handicap. Donc, c'est là qu'il faut faire très attention parce qu'évidemment, faire vraiment du protectionnisme, à ce coup-là, qu'on se tire une balle dans le pied parce que on réduit les rentes potentielles à notre propre innovation qui est peut-être la meilleure façon de faire face à la concurrence des autres. Mais je passe à la concurrence loyale, hein, je ne pensais pas. Voilà, donc si je peux rebondir en une seconde là-dessus, c'est un sujet qui va se poser dans la voiture, pour la question de la voiture électrique, hein, par exemple. Donc, est-ce qu'on doit adopter un protectionnisme temporaire
pour permettre à nos entreprises d'innover? Donc la réponse est non. La réponse est que s'il y a vraiment un sujet, et il va y avoir un sujet très vite, il faut utiliser un instrument de défense commerciale qui s'appelle la clause de sauvegarde. C'est subtil, mais la clause de sauvegarde, c'est quelque chose que vous pouvez activer quand vous montrez que les importations mettent à mal votre propre industrie, indépendamment du prix auquel ça rentre. Et donc, si au bout d'un moment, les importations de voitures électriques en provenance de Chine, qui restent pour l'instant petites par rapport à la taille du marché européen des voitures, même si elles sont grandes par rapport à la taille du marché européen des voitures électriques. Donc, si à un moment, il s'avère que l'essentiel des voitures que nous achetons en Europe viennent de Chine, ou une trop grande partie viennent de Chine, et que ça met en péril, par exemple, l'industrie allemande, eh bien, on sera fondé à utiliser cette clause de sauvegarde qui permet, pendant un temps déterminé, de se protéger le temps que les innovations puissent être adoptées. Et en général, ça se termine comment? Eh bien, le pays qui est concerné, la Chine ou d'autres, vient investir en Europe pour passer au-dessus de cette barrière temporaire. C'est ce que les Américains ont fait dans les années 70 quand ils avaient des trop grosses voitures par rapport à l'augmentation du prix du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de voitures qui sont produites aux États-Unis aujourd'hui sont des Toyota, des Nissan, etc. C'est parce qu'à l'époque, la Chine était le Japon. Et donc, les Américains avaient obligé d'une certaine façon les industriels japonais à venir s'implanter aux États-Unis. Mais ça, c'est de la défense commerciale, ce n'est pas du protectionnisme. Alors j'ai une question sur l'immigration. Avec notre lourde problématique mondiale climatique, comment lier l'immigration au simple fait de qualification? Où sont nos valeurs éthiques? Non, je crois que j'ai commencé en parlant de la question de l'immigration et de la justice, sur le fait que je n'ai pas voulu peut-être développer trop ce thème, mais la théorie dominante de la justice, encore aujourd'hui, c'est celle de John Rawls. Et quand je l'avais étudiée, j'avais été quand même très frappé par cette notion du voile d'ignorance, où on nous demande de réfléchir à quel niveau de redistribution on aimerait dans la société dans laquelle on vit si on ne savait pas si on allait être pauvre ou riche. Et la réponse de Rawls, c'était de dire, sous ce voile d'ignorance, chacun d'entre nous choisirait un niveau de redistribution assez élevé, beaucoup plus élevé que celui qu'on observe dans toutes nos sociétés. Je crois que c'est une problématique qu'on peut parfaitement transposer à l'immigration. Si on devait décider des barrières à la migration internationale sans savoir si on va naître dans un pays riche ou dans un pays pauvre, on serait sans doute pour des frontières ouvertes. Et on ne le fait pas parce qu'on est né du bon côté, entre guillemets, de la frontière, en tout cas dans la partie des pays riches. Donc, non, évidemment, il y a des tas de considérations éthiques. Maintenant, je ne suis pas philosophe. Si je vous parlais de philosophie, je ferais preuve de compétences débordantes et vous pourriez me jeter des tomates. Vous pouvez le faire aussi en tant qu'économiste, mais là, je suis prêt à l'assumer. Donc voilà, je vous parle d'économie. Il y a de bonnes raisons de parler d'économie et d'immigration. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à d'autres aspects de la question. Dans la lutte contre le changement climatique, les modèles du GIEC intègrent une situation d'économie ouverte pour atteindre les meilleurs objectifs. Dans le même temps, on voit le retour du géopolitique avec des logiques de sécurité et d'alliance. Comment peut-on réconcilier le géopolitique et la nécessaire mondialisation sous contrainte climatique? Petite question simple. Qui veut se lancer? Isabelle? Je pense que cette question, c'est vraiment fondamentalement celle que je posais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on accepte de payer pour un risque moins élevé. Et donc, c'est vraiment exactement cette question qui est aujourd'hui celle qui nous intéresse. Donc, effectivement, si on veut produire de manière plus efficace et plus verte, avoir accès à des grands marchés, à une offre mondiale, c'est évidemment meilleur que de se refermer sur soi ou dans un groupe de pays amis. Comme on en parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de friendshoring, c'est-à-dire produire dans un groupe de pays amis. On sait que cette fermeture au commerce international, elle peut avoir des vertus en termes de risque, mais elle a aussi des coûts en termes d'efficacité économique et puis aussi en termes de coordination mondiale. Encore une fois, sur les questions environnementales, ça a été dit plusieurs fois, il y a une légitimité à vouloir aller plus vite que le reste du monde, mais on sait aussi qu'on ne peut pas aller sans le reste du monde. Donc, intégrer tous les pays, y compris les pays qui ne sont pas amis, est nécessaire pour régler les problèmes mondiaux liés au changement climatique. Il y a quelque chose.
Oui, non, je voulais compléter ce qu'a dit Isabelle. D'abord, il me semble que le friendshoring réduit pas forcément les risques. Si on se souvient de ce qui s'est passé pendant la période de Covid, les principaux problèmes sur les chaînes de valeur, notamment dans le domaine pharmaceutique, c'était de l'intra-européen. Et donc, il y a eu un certain nombre de pénuries dans certains pays qui sont liées à la rupture des chaînes à l'intérieur de l'intra-européen. Ensuite, effectivement, les chaînes de valeur, la construction des chaînes de valeur à limiter les risques, comme tu l'as très bien dit, sur la demande, puisqu'on adresse une demande internationale et donc si elle se ralentit dans un endroit, elle n'est pas totalement synchronisée partout dans le monde et donc on réduit les risques de demande, mais je pense qu'on réduit aussi les risques d'offres, en tout cas dans un monde qui reste relativement globalisé, parce que sinon, si on rapatrie la production chez soi d'un certain nombre de composants d'une chaîne de valeur, alors il y a un risque de décrochage technologique qui est très fort. Et donc, pour l'entreprise, mais même pour le pays, ce risque d'offre, il faut aussi l'évaluer. Et donc, même si on est prêt à payer, il faut prendre en compte aussi ce risque d'offre qui contrebalance et peut-être même dépasse les risques d'offre qui sont liés à des tensions géopolitiques ou la possibilité de rupture. Voilà, donc, et je pense que quand même que les chaînes de valeur, elles continuent à marcher pas trop mal et elles ont montré une assez forte résilience sur tous les chocs qui a eu lieu au cours de la dernière décennie, y compris pendant le Covid. Moi, je voulais poser une question sur l'IRA. Donc, il y a eu l'Inflation Reduction Act, donc les États-Unis, donc pour dire voilà ma politique industrielle verte, je vais produire des voitures. Évidemment, il y a une composante protectionniste puisqu'on dit les Américains qui achètent des voitures dont 40% des composants sont américains, ils ont des grosses subventions, etc. Donc il y a d'un côté les États-Unis qui ont l'IRA, il y a la Chine qui a une politique industrielle très volontariste. Et moi, j'ai vu un document de Bruegel qui dit face à ça, nous, qu'est-ce qu'on doit faire en Europe ? Approfondir les réformes structurelles. Moi, je suis sauté au plafond, je dis mais c'est quand même pas suffisant. Est-ce qu'il ne faudrait pas une politique, en tout cas une politique industrielle verte également en Europe et qui soit évidemment compatible avec la concurrence. Et d'ailleurs, ça, c'est un des gros problèmes que nous avons en Europe, c'est qu'on n'a pas su jusqu'à maintenant penser une politique industrielle qui soit compatible avec la concurrence. En fait, au nom de la politique de la concurrence, on a empêché n'importe quelle aide sectorielle d'État. On a été, a priori, très anti-politique industrielle. Donc, est-ce que, quelque part, et puis dans la politique de la concurrence, notre vision de la politique de la concurrence européenne, c'était une très inward-looking, c'est-à-dire on se préoccupait de la concurrence à l'intérieur de l'Europe. Les parts de marché, si une entreprise a une grosse part de marché en Europe, on lui tape dessus, etc. Mais on ne regardait pas tellement la concurrence avec les États-Unis, avec la Chine, etc. Est-ce que, quelque part, comment vous voyez les choses là-dessus ? Est-ce qu'il faut un peu, peut-être pas repenser les institutions européennes, mais est-ce qu'il faut que l'Europe repense sa manière de pratiquer sa politique de concurrence, sa politique d'investissement ? Vous voyez, il y a des gens comme Draghi qui disent, voilà, emprunt européen pour financer du vert, peut-être pour faire des choses. En tout cas, parce qu'on est là et il y a l'Europe au milieu des États-Unis et de la Chine. C'est vrai qu'on voit que les États-Unis sont toujours très innovants, la Chine monte, on a vu ce matin la session que nous avions, et l'Europe, on est assez médiocre quand même. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas une réaction européenne et comment devrait-elle, sur quoi doit-elle est-ce que Maastricht, tel que ça existe, tel qu'on le pratique maintenant, c'est bien ? Est-ce qu'il faut le changer un peu ? Est-ce que la politique de concurrence, telle qu'on l'a fait maintenant, c'est suffisant ou il faut mettre une dimension politique industrielle ou pas ? Est-ce qu'il faut faire des emprunts européens et comment ? Est-ce qu'on a les outils qu'il faut et pratiquer autrement ? Est-ce qu'on doit se préoccuper de notre place dans le monde ? Et voilà, je fais une question un peu provocatrice, mais voilà, donc Lionel, floor is yours. Merci. Bon, c'est une question pour Anne Perrault, mais comme elle n'est pas là, je vais quand même répondre. Donc, réponse en deux temps. Donc, sur l'IRA ou IRA, comme on veut, cette politique européenne, je pense qu'il y a deux dimensions et on n'en regarde qu'une en Europe. Et donc, en regardant celle-là et pas l'autre, on se trompe un petit peu. L'IRA, c'est deux choses. C'est d'une part un grand programme d'économie sur les médicaments, sur le prix des médicaments, et beaucoup d'autres choses, mais notamment sur le prix des médicaments, qui vont devoir être négociés maintenant entre les laboratoires pharmaceutiques américains et les autorités fédérales, comme c'est le cas dans certains pays européens.
Donc ça, je ne sais pas si ce genre d'économie serait très populaire en Europe, si on disait on fait un grand programme d'économie sur les médicaments. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, de l'autre côté, on a des dépenses. Et donc, c'est la deuxième partie de ma réponse. Il faut regarder combien il y a de dépenses. Alors, combien il y a de dépenses, on ne sait pas, parce que c'est des réductions d'impôts conditionnelles, etc. Et donc, les évaluations vont, sur le programme, de quelque chose comme 300 milliards pour l'environnement à 600, voire il y a des évaluations à 900 milliards de dollars qui circulent. Ça fait évidemment une très, très grande fourchette. Donc la fourchette la plus raisonnable qui circule, c'est celle qui a été utilisée dans un rapport conjoint du Conseil d'analyse économique et du Sachverständigenrat, c'est pas facile à dire pour les Français, côté allemand, donc son équivalent allemand, où on a en réalité ces 600 milliards. Et donc, ce qui est intéressant, c'est maintenant de faire le calcul de ce qu'on dépense en Europe et ce qu'on va dépenser sur la même période en Europe. Et en Europe, on va dépenser 600 milliards. Alors vous allez dire, bah, à ce moment-là, il n'y a pas de sujet. Pourquoi Philippe Aghion nous parle-t-il de ça? Eh bien, le point, c'est que la façon dont on va dépenser les 600 milliards n'est pas la même. Aux États-Unis, c'est un guichet ouvert. Donc, les entreprises arrivent, ont leur réduction d'impôts, etc., à partir du moment où elles respectent les critères. En Europe, on organise des espèces de concours, de compétitions entre les projets, d'appels à projets pour sélectionner les mêmes projets. Donc, en tant qu'économiste, je trouve ça très vertueux. C'est-à-dire les 600 milliards qu'on va dépenser en Europe, si jamais on y arrive, parce que pour l'instant, on a beaucoup de mal à débourser, mais les 600 milliards qu'on devrait arriver à débourser, ça sera sur des projets super, parce qu'on les a sélectionnés. Et donc, ça sera beaucoup plus efficace que les 600 milliards américains. Et donc, quand on réfléchit en termes de... on dépense tout cet argent pour décarboner, normalement, ça devrait être beaucoup plus efficace en termes de nouvelles technologies, etc. Donc, en Europe, on est en train de dépenser 600 milliards pour être à la frontière technologique dans ce secteur qui est stratégique, qui est le secteur des industries vertes. Les États-Unis, ils ont adopté un autre principe. Donc, le principe, ils sont sur la marge plus extensive. Donc, ils veulent utiliser massivement les technologies disponibles et ils dépensent massivement pour permettre le développement l'adoption des technologies disponibles aux États-Unis. Donc, ça fait une très, très grande différence d'approche. Des deux côtés, on va dépenser la même chose. Mais quel est l'effet de cette dépense? Ça va dépendre de la capacité des Européens à mettre sur la table, des industriels européens, à mettre sur la table des projets qui vont être retenus par les autorités européennes, etc. Alors vous voyez bien que là, il y a une friction qui se met dans la dépense, c'est-à-dire il y a une logique administrative, de sélection des dossiers, de construction des dossiers, etc., qui va retarder énormément les choses, alors qu'aux États-Unis, ça va très très vite. La seule chose qui freine aux États-Unis, et c'est aussi un problème qu'on a en Europe, c'est les règles d'implantation des nouvelles usines. Parce qu'évidemment, personne ne veut une nouvelle usine dans son jardin, hein, donc derrière son jardin. Donc c'est la même chose aux États-Unis qu'en Europe, même s'ils ont un peu plus de place que nous. Donc le point par rapport à la question que tu poses sur l'innovation, c'est pas tant à mon avis qu'il faut réformer la politique de la concurrence européenne parce qu'on n'y arrivera pas. Il ne faut pas réformer les traités européens, ça prendra beaucoup trop de temps. On sera rôti avant par le changement climatique. Je pense qu'il faut utiliser à fond les instruments européens qui sont disponibles et au contraire se donner de la flexibilité dans le déboursement, je ne sais pas si ça se dit en français, mais le déboursement des fonds qui sont sur la table. Mais la politique de la concurrence européenne, elle limite énormément les aides sectorielles d'État. Les aides sectorielles d'État sont très limitées par la politique de la concurrence européenne. Alors, c'est vrai, moins dans le vert maintenant. Ils ont fait des inflexions. Donc, c'est ça, en fait. Alors, est-ce qu'elles ont fait les bonnes inflexions? Donc là, il y a un petit champ. Parce que si tel que c'était avant, tu pouvais pratiquement rien faire. Parce que tu limitais. Parce que moi, j'ai toujours eu ce problème avec la politique de la concurrence européenne. Elle est très exemptée. Plutôt pour dire, laissons les choses se faire et voyons ex post, s'il y a des réductions de concurrence, on intervient. Moi, j'ai toujours trouvé la politique très légaliste, ex-ante, plutôt qu'un petit peu. Et puis, j'ai toujours trouvé aussi que le problème qu'on a avec la politique de la concurrence européenne, c'est très market share, market definition, très statique. Et ça ne regarde pas suffisamment l'effet d'un merger sur l'innovation future et l'entrée future. Je ne la trouvais pas assez pro-innovation et très market share oriented, tu vois, et c'est là que je me disais peut-être que là il y a des choses à réfléchir, mais enfin. Et puis on n'a pas de DARPA, ils ont les fameuses DARPA, et même pour l'énergie aux États-Unis, on n'a pas l'équivalent en Europe. Voilà, mais ça nous manque quand même. Ce que je veux dire, c'est que si on veut réformer la politique de la concurrence européenne, ça va prendre un temps fou. Oui.
Et donc, il vaut mieux faire ce qu'on a fait comme sur les projets, ce qu'on appelle les projets d'intérêt commun. C'est ça. Et sur les projets d'intérêt commun, à partir du moment où il y a deux pays qui sont autour de table pour un projet industriel, comme les batteries, pas que pour le verre, pour les microprocesseurs, etc., on peut contourner les règles sur les subventions d'État. Et donc, il y a plein de projets... donc Thierry Breton est très pushy là-dessus. Il y a plein de projets qui sont faits au niveau européen là-dessus, qu'on commence à voir à sortir de terre en France, en Italie et en Allemagne. Et c'est la bonne façon de contourner d'une certaine façon la politique de la concurrence. Vous voulez un mot de conclusion chacun? Bruno, tu voulais rebondir et peut-être un mot de conclusion pour chacun de vous? Parce qu'on est arrivé au terme de cette session. Alors, Time flies. Moi, je me contenterai de rebondir sur ce que vient de dire Lionel, parce que quand on commence à parler de politique industrielle américaine ou européenne, on oublie ce qu'a dit Lionel dans son intervention liminaire, c'est-à-dire que la décarbonation, c'est un phénomène mondial, c'est un stock mondial qu'on doit, et des flux mondiaux qu'on doit essayer d'inverser et d'éliminer. Or, quelle est la meilleure allocation du capital? La meilleure allocation du capital, c'est là où les émissions par niveau de PIB sont les plus élevées. Et donc, il faut aller implanter des centrales à gaz plutôt que des centrales en charbon en Inde. C'est ça qui est efficace pour qu'on ne rôtisse pas vivant. Ce n'est pas d'avoir le meilleur projet en Europe qui est déjà assez largement décarboné. Donc, c'est là qu'il faut changer la perception de la mondialisation et qu'il faut, me semble-t-il, travailler pour qu'il y ait une acceptation qu'on doit changer complètement de logiciel pour traiter le problème du bien public mondial climat et qu'on doit faire des transferts bienveillants ou bénévolents vers les pays émergents qui accepteraient à cette condition de réduire leurs émissions. C'est là que c'est le plus efficace. Les transferts de technologie, de vertes, bien sûr, mais aussi les transferts d'argent pour qu'ils mettent en place ces technologies, parce que c'est ça qui est le plus efficace et que c'est au niveau mondial que doit se résoudre le problème et pas au niveau européen ou au niveau américain. Et même si cette procédure au niveau européen sera plus efficace peut-être que ce qui va se passer au niveau américain, comme les Américains ont plus de progrès à faire que nous en termes de décarbonation, ça sera quand même plus efficace globalement, probablement, ce que font les États-Unis que ce que fait l'Europe. Vous avez un mot d'Isabelle, je veux dire quelque chose pour conclure? Oui, on va tous dire un peu la même chose, je pense, mais je pense que sur ces questions de transition, ce qui est important de garder en tête, c'est que le risque n'est vraiment pas, je crois, qu'il y ait trop de politique industrielle. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de subventions à l'échelle globale. Donc, on doit d'abord se réjouir que les États-Unis mettent en place des plans ambitieux sur le plan climatique. Et c'est vrai des États-Unis, c'est vrai de la Chine aussi. Si on regarde l'exemple des panneaux solaires qui a été donné tout à l'heure, il y a plein de raisons pour lesquelles avoir des panneaux solaires, une production qui est subventionnée en Chine n'est pas souhaitable du point de vue efficace. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une offre mondiale de panneaux solaires peu chers qui profite évidemment à l'échelle globale aux consommateurs. Hillel ? Oui, peut-être en lien avec les questions de productivité, d'innovation, etc. Penser l'immigration, pas que, aussi en résonance à la question qui a été posée, c'est pas que des qualifications, c'est pas que des ingénieurs ou autre chose. C'est aussi des gens qui apportent une diversité dans les compétences, dans la manière de réfléchir. Pensez au vaccin, qui, je crois, pour le Covid, on a eu un énorme échec industriel européen. Pensez quelles sont les sociétés qui ont réussi. En Allemagne, c'était fondé par 2 Turcs d'origine. Aux États-Unis, Moderna, c'est un mélange de... Ils avaient la Barda, ils avaient la biomédicale. Voilà, le PDG de Pfizer, etc. Donc, je pense que c'est une dimension qu'il faut réussir à intégrer en France, en Europe de manière générale, en France en particulier. Les élites, y compris les élites scientifiques, sont très peu diverses. Même par rapport à un pays, l'Angleterre, où regardez l'Angleterre, il y a un Premier ministre qui est d'origine indienne, les élites économiques et politiques sont diversifiées. Ce n'est pas du tout le cas en France. Prenez les intervenants au GECO. À cette table, voilà, on est très peu divers. Et ce n'est pas juste d'avoir un ingénieur en plus, mais un ingénieur qui va regarder les choses différemment. Oui, mais bon. Ok, mais
D'accord. Mais bon, en tout cas, dans les gros groupes minoritaires issus de l'immigration récente en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est essayer d'intégrer ces dimensions de l'immigration dans une société plus ouverte, mais parce que c'est un enjeu stratégique, économique, fondamental. Et cette dimension n'est pas intégrée, je trouve, même par Philippe, suffisamment dans ses travaux, dans sa réflexion. Voilà. Merci beaucoup.